En manchette aujourd'hui, 2 morts suspectes dans la région, le remaniement ministériel et l'impact de la hausse du salaire minimum. Jeudi 28 janvier 2016, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal. La hausse du salaire minimum annoncée mardi dernier par l'ancien ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, qui l'a fait passer à 10,75 $ l'heure, fait réagir les différents intervenants régionaux. Une hausse relativement bien accueillie, mais qui ne change pas la réalité des milliers de travailleurs qui restent sous le seuil de la pauvreté. Marie-Michel Lacroix, les avis qui sont partagés? Effectivement, Michael, si le président-directeur général du Conseil du patronat du Québec, M. Yves-Thomas Dorval, estime que c'est une augmentation qui est raisonnable compte tenu du contexte économique actuel, ce n'est pas le cas de l'enseignant en économie au Cégep de Jonquière, Louis Godbout. Lui dit que c'est une hausse qui, au contraire, pour un travailleur temps plein au salaire minimum qui n'améliore pas ses conditions, on l'écoute. Ça les permet de garder le niveau de vie qu'ils ont actuellement, mais pas de progresser, parce qu'évidemment, puisque les prix augmentent, la progression est légèrement plus rapide, mais pas une grosse différence. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est pas, ça leur permet juste de maintenir le niveau de consommation qu'ils ont déjà. Donc, le niveau de consommation de vie qu'ils ont déjà, s'il est sous le seuil de la pauvreté, va rester sous le seuil de la pauvreté. Et dans ce cas, comment est-ce qu'il serait possible pour les travailleurs de se sortir de la pauvreté? Pour s'en sortir, il faudrait nécessairement une hausse plus substantielle. Par exemple, pour un travailleur à 40 heures par semaine, il s'agirait d'un salaire de 11,75 $. Et pour ceux qui travaillent 35 heures semaine, comme c'est le cas de plusieurs employés présentement, il s'agirait d'un salaire de 13,25 $. Donc, présentement, on est très loin avec le salaire minimum actuel de pouvoir se sortir de la pauvreté. Et c'est également ce que dénonce fortement le président de la CSN du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Angélbert Côte-Noire. Voyez ce qu'il avait à dire. On ajoute de l'insuffisance à de l'insuffisance. Ce qui est triste là-dedans, c'est que, on parle d'un salaire qui est minimum, alors que, dans le fond, un salaire qui est minimum devrait te permettre d'atteindre un minimum vital. On se souviendra que c'est une décision qui était assez soudaine de la part du ministre Sam Hamad. Est-ce qu'il y a eu des consultations préalables à ce sujet? Avant l'annonce officielle, il n'y a eu aucune consultation sur la question même. Pourtant, selon le coordonnateur de l'Astus, qui est un organisme qui vient en aide aux gens sans emploi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sylvain Bergeron, il dit qu'ils étaient en consultation avec le gouvernement, mais par exemple, c'était sur le prochain plan de lutte contre la pauvreté. Donc, M. Bergeron, qui était très déçu que le ministre, l'ex-ministre, en fait, ne l'ait pas consulté, il déplore également cette augmentation de seulement 20 sous. Voyez ce qu'il avait à dire sur la question. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un très petit pas. On dit aux gens, vous devez aller travailler, mais on ne leur permet pas de sortir de la pauvreté en travaillant. Donc, c'est un non-sens. On s'en va directement dans un mur. Et dites-moi, Marie-Michel, est-ce que les prix des différents produits risquent d'augmenter? C'est une question que beaucoup de gens se posent présentement et j'ai posé la question au président de la Chambre de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, François Gagné. Il affirme en toute honnêteté que le jour où les salaires augmentent, nécessairement, ça a un impact pour toute entreprise, quel que soit le service qu'ils offrent. Il a également expliqué que pour une entreprise, la main-d'œuvre, c'est le premier poste de dépense. Donc, nécessairement, ils vont refiler la facture aux consommateurs. Mais il a quand même concédé que pour une seule personne, 20 sous, c'est très dérisoire. Par contre, il continue d'affirmer que pour une entreprise, c'est une somme qui est très considérable. Donc, effectivement, le prix des produits qui risque d'augmenter un peu. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. Ça fait plaisir. Maintenant, le conseiller municipal de Saguenay, Marc Peterson, propose de faire passer le pipeline Énergie Est par le nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, si jamais le projet ne pouvait voir le jour dans la vallée du Saint-Laurent. Le représentant de Chicoutimi-Nord a publié ce message sur sa page Facebook hier. Louis-Philippe Sanson, vous avez rencontré M. Peterson plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive cette idée? Bien, Michael, tout d'abord, pour vous mettre au clair, s'il s'agit vraiment d'une idée. Il n'y a rien de concret en ce moment. Donc, c'est ça. Ce sont tout d'abord des statistiques sur le déclin de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont fait aller les méninges de M. Peterson. Donc, avoir un pipeline au nord permettrait, selon lui, d'augmenter les emplois et ainsi amener de l'économie. Parce que, selon lui, l'argent public
ne se rend pas toujours comme on le désirait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en amenant un pipeline, on donnerait des alternatives à l'économie régionale. L'idée est réellement née aussi lorsque le maire de Montréal, Denis Coderre, a affirmé que Montréal ne voulait pas du pipeline Énergie-Est. Donc, selon M. Peterson, ce serait une façon de développer l'économie ailleurs au Québec. On l'écoute. Si tu veux développer un pays, il faut que tu l'occupes. Et une des façons de l'occuper, ça serait peut-être de proposer aux gens d'Énergie-Est, s'ils n'en veulent pas dans le sud du Québec, on va le prendre chez nous. Et on va essayer de développer la province au lieu de développer seulement le centre Montréal-Québec. Et Louis-Philippe, est-ce que le conseiller craint les dangers de ce genre d'installation? En fait, M. Peterson dit que le risque zéro n'existe pas et ce, peu importe où sera installé le pipeline. Donc, cependant, avec une bonne organisation, il croit qu'il serait possible de faire un projet sécuritaire en s'assurant d'un entretien optimal et ainsi, avec un entretien optimal, encore une fois, des emplois créés et aussi avoir un plan environnemental planifié à la lettre en cas d'accident si cela devait se produire. Mark Peterson qui met vraiment l'emphase sur l'aspect économique de son idée. Oui, Michael, l'aspect économique était vraiment la ligne directrice du discours de M. Peterson. Si un pipeline devait passer par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il propose qu'on construise aussi une raffinerie ultramoderne et écologique pour justement raffiner ce pétrole qui sera acheminé par le pipeline et ainsi, encore une fois, créer des emplois et exporter nous-mêmes le pétrole ailleurs en Amérique du Nord. Avec de telles installations, il croit aussi que 1000 emplois permanents, indirects et directs pourraient être créés dans la région. Et ainsi, le départ des jeunes adultes de la région vers les centres urbains pourrait être ainsi diminué et peut-être même inverser la tendance, comme il le dit dans l'extrait suivant. On a perdu encore 500 jeunes l'an passé. 500 jeunes, c'est 500 salaires qui s'en vont travailler ailleurs. Puis en plus, on perd ces jeunes familles-là, on perd leurs enfants. Fait que la désintégration des régions qui dure depuis 40 ans chez nous, c'est pas arrêté. La région possède déjà quelques installations avantageuses pour ce type de projet. Eh bien oui, M. Peterson, en plus de sa raffinerie qu'il voudrait faire construire, il dit que les résidus de carbone produits par cette raffinerie pourraient servir à alimenter les cuves AP60 de Rio Tinto Alcan pour produire l'aluminium. Ainsi, on diminuerait le bilan carbone de la région. Et en plus, le port de Grand'Anse est l'un des ports les plus importants du Québec, comme il dit dans l'extrait suivant. C'est le port en eau profonde qui est le plus performant au niveau de la côte est de l'Amérique du Nord. Il y a plein de produits et services qui arrivent ici pour aller aux États-Unis. Louis-Philippe Sanson, merci beaucoup pour tous ces détails. Merci à vous, Michael. La mairesse de Petit-Saguenay, Ginette Côté, se réjouit de la reprise des opérations de la scierie du village. En avril dernier, des entrepreneurs ont fait l'acquisition de l'atelier. Et grâce aux nouvelles garanties d'approvisionnement du ministère des Forêts, la scierie servira à produire des pièces de tremble. Pour Petit-Saguenay, la réouverture est bénéfique économiquement. Ça rayonne pour notre économie de la municipalité au niveau de nos entreprises, de nos gîtes, nos auberges et le magasin d'alimentation. Alors, on est très heureux. Et toujours dans le domaine des forêts, le syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean a manifesté hier son intérêt pour le projet d'usine de biocarbone de Chambord. L'usine nécessite 660 000 mètres cubes de bois. Le promoteur n'en a obtenu que 180 000 du ministère des Forêts. Le syndicat pourrait en offrir jusqu'à 200 000 supplémentaires. Son président, Pierre-Maurice Gagnon, voit avec optimisme un partenariat. Nous, actuellement, là, l'organisation, on fait un chiffre d'affaires de 12 à 13 millions de chiffre d'affaires, tout le bois des propriétaires, mais on pourrait monter à 24, 25, peut-être 26 millions. Triste nouvelle aujourd'hui, alors que le père du bébé qui avait été trouvé mort dans une poubelle à Métabetchouan-Lacalacroix l'an dernier a été retrouvé sans vie dans sa résidence de la rue Saint-André. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés sur les lieux à 17h40 à la suite de la découverte du corps de l'homme. L'homme faisait l'objet d'une enquête dans cette affaire. Et d'ailleurs, autre décès dans la région alors qu'un homme a été trouvé mort du côté, cette fois, de Dolbeau-Mistassini. Les policiers qui se sont rendus dans une résidence située sur le boulevard Walberg où le corps était. Ce serait un individu qui devait le rencontrer qui a fait la macabre découverte. La Sûreté du Québec enquête.
Il y aura moins de mises à pied que prévu avec la fermeture de la machine numéro 9 à la papeterie de produits forestiers résolus d'Alma. Selon le quotidien, c'est 46 postes qui seront abolis plutôt que 71. Le plan de réorganisation a été accepté par les syndiqués de la papeterie. Avec les départs à la retraite, aucun travailleur ne perdra directement son emploi. Et ça brassait aujourd'hui du côté de Québec alors que le premier ministre Philippe Couillard a procédé à un remaniement ministériel qui a été officialisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La nouvelle élue et ancienne caquiste Dominique Anglade s'en va à l'économie, aux sciences, à l'innovation et aux stratégies numériques. Martin Coiteux quitte le Conseil du Trésor pour se retrouver aux affaires municipales et à la sécurité publique. Pierre Moreau, qui occupait ces deux portefeuilles, passe maintenant à l'éducation. On doit d'ailleurs mentionner qu'il a été assermenté en coulisses comme il a subi un malaise aujourd'hui. Toutefois, on ne craint pas pour sa vie. François Blais, lui, s'en va à l'emploi après avoir remplacé Yves Bolduc à l'éducation. Surprise pour sa mamade qui passe maintenant au Conseil du Trésor. Jacques Daou change de domaine complètement et dirigera le ministère des Transports. Et c'est d'ailleurs ce remaniement qui fait grandement réagir ici dans la région. Ça trouve ses échos alors que l'historienne Rossa Lorard-Bouchard a réagi avec prudence à ce remaniement. Bien qu'elle ait refusé de parler devant notre caméra, elle s'est entretenue ce matin avec mon collègue Étienne Paré. Étienne, on sait que Mme Bouchard est contre la création du registre des armes à feu. Avec le changement de ministre qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que le ministre de la Sécurité publique, donc, qui a changé, est-ce qu'elle a confiance que le gouvernement revienne sur sa position? Oui, Mme Bouchard a confiance. Elle se réjouit du départ de Pierre Moreau qui, depuis le départ en fait de Lise Thériault en congé maladie, assurait le poste de ministre de la Sécurité publique. Elle pense que M. Moreau avait une vision trop montréalaise de cet enjeu. Elle se réjouit également du départ de Robert Poetti, qui était ministre des Transports. Robert Poetti, évidemment, qui est un policier de formation et qui, selon elle, amenait une vision trop policière et donc favorable au registre au sein du gouvernement. Le successeur de M. Moreau est Martin Coiteux. On ne connaît pas l'opinion de l'ancien président du Conseil du Trésor à propos du registre des armes d'épaule. On ne sait pas non plus si le premier ministre a l'intention de demander à son caucus un vote libre à propos de cet enjeu qui divise quand même le Parti libéral. Et du côté de Mme Rossa Lorard-Bouchard, comment est-ce qu'elle justifie sa prise de position sur cet enjeu? Bien, Mme Bouchard est une chasseuse. Elle chasse le petit gibier. Elle dit que le registre ne sert à rien puisqu'il y a déjà plusieurs restrictions pour les chasseurs. Elle dit aussi que les armes d'épaule sont un symbole de liberté, un symbole de tradition au Québec et qu'elle ne compare en rien la culture des armes à feu au Québec à celle des États-Unis. Elle dit que les Québécois sont beaucoup plus civilisés lorsqu'on parle d'armes à feu, tandis qu'aux États-Unis, on a un tempérament plutôt guerrier, selon les dires de Mme Bouchard. Et dites-moi, l'historienne remarque aussi un changement de ton, en quelque sorte, dans la population par rapport au registre? Oui, elle pense que de plus en plus de Québécois sont de son avis que le registre ne sert à rien et qu'elle pense que si le gouvernement va de l'avant, il va se heurter à un mur de protestation populaire. Elle déplore également l'attitude de certains médias comme Le Devoir qui ont une vision beaucoup trop montréalaise de cet enjeu. Et d'ailleurs, Mme Bouchard accordera une entrevue cette fin de semaine au journal, au Grand Quotidien montréalais. Et est-ce que Mme Bouchard songe toujours à se présenter dans l'élection partielle de Chicoutimi? Oui, Mme Bouchard a toujours l'intention de se présenter à l'élection partielle, à moins que le gouvernement change d'avis à propos du registre, ce qui n'est pas impossible. À ce moment-là, elle va revoir si elle a toujours l'intention de faire de la politique. Elle dit qu'elle n'a jamais eu, en fait, envie de faire de la politique jusqu'à maintenant, jusqu'à l'annonce du gouvernement de créer un registre des armes à feu. Elle dit que depuis qu'elle a annoncé son intention de se présenter, elle a reçu des milliers d'appuis de la région. Elle dit qu'elle est sûre, en fait, de gagner si elle se présente. Elle dit que les gens de Chicoutimi sont prêts à voir une députée indépendante se présenter et représenter strictement les intérêts des électeurs de la circonscription plutôt que de défendre une ligne de parti. C'est les dires de Mme Bouchard. Et donc, exception faite là, du registre des armes à feu, est-ce qu'elle a préparé un programme électoral pour Chicoutimi? Oui, Mme Bouchard dit avoir un programme. Évidemment, son opposition au registre, c'est la pierre angulaire de son programme, mais elle dit qu'elle a plusieurs autres propositions à faire. Elle ne veut pas en dire plus. Elle garde ça, en fait, pour le déclenchement de l'élection partielle. Je vous répète que l'élection partielle, le premier ministre a jusqu'au printemps pour la déclencher. Une élection partielle qui vise à remplacer le départ de Stéphane Bédard qui est parti à l'automne, évidemment. Voilà un dossier à suivre. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir, Michael.
Et on se transporte maintenant du côté du palais de justice où l'ex-policier de la sécurité publique de Saguenay, André Simard, a été acquitté aujourd'hui des accusations de bris de condition qui étaient portées contre lui. Il s'était fait prendre en train de consommer de l'alcool en janvier 2011 à la suite de son arrestation pour agression sexuelle et trafic de hashish. Xavier Demers est en studio avec moi pour en parler. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment se fait-il qu'il ait été acquitté? Bien, son avocat de la défense, Maître Dominique Bouchard, a été très convaincant et a réussi à convaincre justement le juge Jean Hudon que le témoin n'était pas crédible dans la cause. Le témoin qui l'aurait vu consommer de l'alcool, les événements qui s'étaient produits sur son ponton et dans la résidence d'André Simard. Donc, rappelons André Simard qui avait subi une sentence de 2 ans moins un jour en juin 2014 aux 10 chefs d'accusation qui étaient portés contre lui d'agression sexuelle et de trafic de hashish. Et dans un autre ordre d'idée, la toge qui est maintenant obligatoire au palais de justice. Oui, comme on le dit, comme il est écrit dans le règlement, aucun avocat n'est admis à s'adresser au tribunal sans être revêtu d'une toge noire avec complet foncé, chemise blanche et cravate foncée ou d'une toge noire fermée devant. C'est un règlement, hein? Exactement. Et pour les avocates, on a le choix, une toge noire avec une robe noire ou une jupe ou des pantalons foncés, ainsi qu'un chemisier blanc. Donc, tous ces règlements qui ont été appliqués justement pour éviter les écarts de conduite qui se produisaient de plus en plus régulièrement. On le notera justement qu'en été, les avocats étaient justement dispensés de porter la toge, étant donné qu'il fait un peu plus chaud dans les salles d'audience, mais maintenant, c'est terminé. La toge, toujours dans toutes les salles. Retour à la tradition, donc. Exactement. Merci beaucoup, Xavier. Ça m'a fait plaisir. Et maintenant, Saguenay compte environ 1 % d'immigrants. C'est beaucoup moins que le reste du Québec qui en accueille 13 %. La bonne nouvelle, certains des immigrants du Saguenay réussissent à sortir leur épingle du jeu en démarrant leur propre entreprise. Un reportage de Marie-Claude Pronovo. Un beau succès d'une immigrante qui a ouvert son propre salon de coiffure. Allons rencontrer la propriétaire, Amy. Je suis coiffeuse au salon Amy à Jonquière depuis 20 ans. J'ai commencé quand j'étais arrivée ici au Canada. J'étais allée à l'école des adultes pour écrire, à lire. Après ça, j'étais allée suivre mon cours de coiffure 1 an et demi. Depuis ce temps-là, j'ai ouvert un salon. Vraiment, là, ça marche. Aujourd'hui, là, je même refuse pour prendre des clientèles ici au salon Ami. Et j'encourage tous les immigrés qui viennent ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils seraient patients parce que c'est pas la même ville que Montréal, Toronto. Salon Ami, bonjour. Bonjour, mon nom est Sylvie Penneau. Je suis conseillère en emploi auprès des personnes immigrantes au service externe de main-d'œuvre du Saguenay. Donc, on offre des services d'aide à l'emploi. On offre également des services d'accueil. Donc, ces services-là visent à aider les gens à aller chercher des documents qui sont essentiels pour fonctionner dans la région. Je dirais que la plus grande difficulté, c'est de trouver un emploi qui va être dans leur champ de compétences. Être à la hauteur de ce qu'ils avaient chez eux, c'est pas toujours facile et ça va être une raison qui va parfois les mener à quitter notre région, malheureusement. Est-ce que vous avez des exemples de réussite? L'épicerie Exotica, qui est ouverte depuis environ 1 année. Exotica offre beaucoup de services. Donc, à savoir, d'abord, on a un service de livraison. On a un salon de coiffure mixte, c'est-à-dire hommes et femmes. Nous avons des services comme DHL Express, qui est donc un service d'envoi de colis express et courrier, 4 à 5 jours ouvrables dans presque tous les pays du monde. Dès qu'un client qui arrive, qui a besoin d'un produit qu'il ne trouve pas ici, nous sommes capables de faire des recherches. Et quel conseil donneriez-vous à un immigrant qui veut venir au Saguenay? Il faut être ouvert, il faut accepter les critiques et puis essayer de se mettre aussi, de fonctionner un peu comme les gens ici, sans oublier notre propre culture. Oh, les projets à venir, ça tombe bien parce qu'on est en train de travailler sur un restaurant africain. Marie-Thérèse, Patrick, merci pour cette entrevue. Depuis l'an 2000, le taux de suicide est en baisse au Québec et la région ne fait pas exception. Les nombreux moyens de sensibilisation et le fait que les gens en parlent de plus en plus sont à la base de la diminution des statistiques. Ma collègue Alexandra Lepage s'est entretenue plus tôt aujourd'hui avec un intervenant du Centre de prévention du suicide, Rémi Riverain. Rémi Riverain, bonjour. Bonjour. Donc, vous parlez que le taux de suicide est en baisse depuis les années 2000. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner concernant cela?
Si on fait les comparatifs avec les années 2000, c'était autour de 1500 quelques suicides et aujourd'hui, on rapproche tranquillement le 1000 suicides par année au Québec. Puis dans la région, on suit les mêmes tendances. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était une 60aine de suicides des années 2000 et maintenant, c'est une 40aine de suicides. Vous disiez que vous étiez satisfait que le suicide soit en baisse, mais que vous trouviez qu'il ne baissait pas assez rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il baisse plus rapidement? Bien, c'est de continuer à promouvoir les services d'aide, à promouvoir la demande d'aide, à dire aux proches, évidemment, là, qui sentent qu'il y a un ami ou qu'il y a un collègue qui va moins bien, d'être proactif, d'aller vers les personnes qui semblent souffrir ou semblent être en détresse et aller lui demander comment il va, aller voir s'il y a des idées suicidaires, aller voir s'il y a des services et s'il est ouvert à avoir des ressources d'aide. Et si la personne va demander de l'aide le plus rapidement possible, bien, on va faire en sorte que les personnes s'en sortent aussi. Vous parlez justement qu'il y a des services qui sont offerts aux gens à la maison qui auraient des idées noires. C'est quoi ces services-là exactement qui leur sont offerts? Bien, il y a beaucoup de services, évidemment, dans la province, dans la région, mais si on parle du centre de prévention du suicide et quand on parle d'une personne qui souffre, on peut en souffrir le jour, le soir, à 3 heures du matin. Donc, la ligne de prévention du suicide, le 1-866-277-3553, le 1-866 appel, donc qui est très important à retenir parce qu'il est disponible 24 heures sur 24, évidemment, tous les jours de l'année. Est-ce que la population est plus sensibilisée qu'avant au suicide et aux choses qui font en sorte qu'une personne peut commettre cet acte? Bien, on voit sur la ligne de prévention du suicide qu'effectivement, là, les proches des personnes qui vont moins bien sont plus proactifs. Donc, on a passé environ de 17 des appels des proches en 2008-2009 à plus de 36 des appels qui sont proches qui s'inquiètent donc d'un ami ou d'un collègue. On peut voir que les gens sont plus proactifs et plus aidants. Puis est-ce qu'il y a un type de personne qui est plus à risque ou c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde? Bien, je vous dirais que les hommes sont plus à risque ou si on compare évidemment au niveau hommes et femmes, parce que 80 des suicides sont des hommes. Donc, évidemment, les hommes. Par contre, positivement, les hommes, présentement, vont demander de l'aide de plus en plus. Ça commence à passer le message que demander de l'aide, c'est fort et c'est ce qu'il y a à faire aussi au niveau des hommes, mais on a encore du chemin à faire là-dessus. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils décident d'aller chercher de l'aide? Pourquoi c'est important d'aller en chercher? Bien, tu sais, dans la vie, quand on se rend compte que la situation nous dépasse ou on se rend compte que nos solutions sont moins adaptées ou sont moins efficaces pour la situation qu'on vit, bien, on se doit de demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour justement essayer de régler la situation le plus rapidement possible afin qu'on arrête de glisser ou de descendre là, dans le fond du baril et que notre soutien moral, que notre morale revienne là, le plus rapidement possible, notre équilibre de vie aussi. Malgré tout l'aide qui est donnée à ces gens-là qui ont le goût de passer au suicide, on peut penser qu'il y en a qui vont quand même commettre l'acte. Est-ce que pour les familles qui vont avoir été victimes d'un proche qui s'est suicidé, est-ce qu'il y a de l'aide qui est donnée? Tout à fait, et c'est extrêmement important que les gens, donc les endeuillés par suicide, les gens qui perdent un être cher par suicide, reçoivent du support le plus rapidement possible. Et ça, pendant un certain temps, on s'entend qu'un deuil par suicide est un deuil, le deuil d'une vie. Donc, évidemment, comment apprendre à vivre avec cette perte de cet être cher. Évidemment, les émotions, la culpabilité, les réponses qu'il n'aura jamais en lien avec ce geste-là. Donc, les endeuillés par suicide doivent aussi demander de l'aide et ça pendant un certain moment. Et un deuil, on ne sait pas combien de temps que ça peut durer, c'est ça la personne qui le vit, qui le sait. Puis, hier, on le sait, c'était la journée Belle cause pour la cause. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut aider les gens à parler plus du suicide? Tout à fait. Si on parle au niveau de la maladie mentale, la santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut démystifier, il faut enlever les étiquettes. Il faut faire en sorte que les gens qui vivent des périodes de dépression ou qui ont d'autres problèmes de maladie mentale ne soient pas mal à l'aise d'en parler et justement de demander de l'aide parce qu'ils vivent une situation ici maintenant difficile ou qu'il y a évidemment une maladie mentale. Donc, oui, effectivement, ces gens-là doivent être proactifs et recevoir de l'aide nécessaire aussi. Donc, on en parle dans les médias et plus. Est-ce que vous croyez que l'aide des médias fait en sorte que le taux de suicide est en baisse? C'est un partenaire idéal. On se doit d'utiliser les médias pour rejoindre le plus de gens possible, pour faire passer le message de la prévention, de demander de l'aide, de savoir évidemment que quand on ne va pas bien, on se doit d'être proactif, puis de téléphoner soit au centre de prévention de suicide ou tout autre service connu, et parler à un proche aussi. Les proches également peuvent nous donner un coup de main pour nous accompagner vers les ressources d'aide. Dimanche va débuter la semaine de prévention du suicide. Quelles sont les activités prévues tout au long de la semaine? Bien, d'ailleurs, il y a 3 activités
à retenir. Le dimanche qui s'en vient, le 31, il y a le brunch pour les endeuillés par suicide qui se donne au delta de Jonquière de 10h30 à 1h30. D'ailleurs, il faut s'inscrire au 418-545-9110, poste 221 pour les endeuillés. Suite à ça, il y a 2 activités grand public le mardi, le 2 février, de 19h à 21h au delta, évidemment, de Jonquière, au coût de 10 $. 2 activités, donc une pièce de théâtre pour parler de stigmatisation, d'étiquette, évidemment, des gens qui ont un problème de maladie mentale, ces choses-là. Et deuxièmement, un conférencier du nom de André Terrien qui va être là pour conclure cette soirée-là. Et à Roberval, le lendemain, évidemment, le 3, à la Cité étudiante de Roberval, de 19h à 21h, les mêmes activités au coût de 10 $, évidemment, pour qu'ils soient accessibles pour la population. En terminant, est-ce qu'on pourrait répéter aux gens qui nous écoutent à la maison comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Évidemment, la ligne 24h/24, 1-866-277-3553, disponible en tout temps. Merci beaucoup, M. Riverain, de votre présence sur notre plateau. Ça me fait plaisir. Merci à la maison. La première édition du Festi-Rire s'amorçait hier avec son cabaret de la relève présenté à la microbrasserie L'Opéra de Jonquière. Selon la vice-présidente Émilie Gaudreau, le succès qu'a récolté la soirée fait promettre pour le gala Air Comédie, la grande soirée du festival présentée ce samedi au Cégep de Jonquière. Joanie Doré, la soirée d'ouverture du Festi-Rire a fait des heureux. Oui, en effet, c'est environ une quarantaine de personnes qui se sont présentées hier à la microbrasserie de l'Opéra de Jonquière dans le but vraiment d'aller se divertir un peu puisque c'était la soirée officielle d'ouverture du Festi-Rire. Donc, c'est un cabaret destiné à la relève. Donc, 4 personnes de la relève sont venues divertir le public. Ça a été une soirée qui a été très appréciée selon la vice-présidente Émilie Gaudreau. Le comité organisateur avait mis toutes sortes d'activités, des consommations gratuites, vraiment tout pour plaire aux 40 personnes qui s'étaient déplacées. Selon elle, justement, les gens ont bien aimé. Je vous invite à l'écouter actuellement. On a parlé beaucoup aux gens après ça quand ils quittaient et les gens aimaient ça, ont aimé. Il y en a qui ne savaient pas tout c'était quoi Festi-Rire, étaient super intéressés, ils nous ont acheté des billets. Hey, je vais venir, c'est sûr. Je pense que c'était un bon succès. On a vraiment trippé. C'est donc de bon augure pour la grande soirée de samedi. Oui, en effet, même si hier, c'était vraiment la soirée d'ouverture du Festi-Rire, c'est vraiment le samedi là, qui va monopoliser le Festi-Rire puisque c'est la grande soirée. C'est celle où les organisateurs ont vraiment mis le paquet. Donc, on se transporte au gala Air Comédie. Comme son nom l'indique, c'est vraiment sous le thème des avions, des vols, des aéroports. Donc, vraiment, le comité organisateur a mis tout en place pour faire voyager les spectateurs. Donc, au courant de la soirée, il va y avoir des hôtesses de l'air. Il y a également un faux détecteur de métal à l'entrée des portes, tout ça pour vraiment mettre de l'ambiance. Et par la suite, on amène le téléspectateur, donc on s'envole vers un spectacle qui est vraiment éclaté et différent puisque ce n'est pas un seul humoriste qui va venir se présenter au Cégep de Jonquière, mais bien plusieurs. Entre autres, dans les têtes d'affiche, on a Patrick Groux, les Denis de Relais, on a également Pierre Hébert et aussi on a des humoristes un peu plus de la relève là, qui sortent de l'école comme Mathieu Graton ou encore Dave Roy. Tous ces artistes-là vont venir faire des prestations entre 15 et 30 minutes, donc pour un total d'au moins 2h30 de spectacle, mais le comité organisateur a vraiment prévu un bar, un cocktail, tout ça, une entracte vraiment pour que les gens puissent se relaxer un peu. Et on écoute à l'instant la vice-présidente du Festi-Rire, Émilie Gaudreau, qui nous parle de l'importance de choisir une programmation diversifiée. C'est vraiment un trip qu'on a voulu marier professionnel et relève ensemble pour que tout le monde se voit et prenne des trucs de tout le monde. Est-ce qu'on prévoit déjà une prochaine édition du Festi-Rire? Eh bien, évidemment, la première édition n'est pas terminée, donc c'est un peu difficile de faire le bilan. Mais toujours selon la vice-présidente, la vente de billets va extrêmement bien. La soirée d'hier a vraiment été à la hauteur des attentes du comité. Et elle espère vraiment que l'année prochaine, le Festi-Rire va revenir de nouveau, puisque selon elle, c'est un événement qui est vraiment différent et qui est unique dans la région. Je vous laisse l'entendre. On n'a pas comme le Comédia à Québec ou Juste pour rire à Montréal. Nous, on veut quelque chose de régional au Saguenay, à Jonquière plus particulièrement. On veut faire ça, on veut que ça soit peut-être faire à chaque mois un petit cabaret comme un peu l'opéra ici. On veut faire des trucs comme ça. On veut vraiment que ça devienne un événement, qu'on soit reconnu. C'est cette soirée, c'est samedi, le 30 janvier, au Cégep de Jonquière. Et pour les intéressés, il reste encore des billets de très bonne place d'ailleurs. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook du Festi-Rire ou encore visiter le site internet lepointdevente.com. Eh bien, ça a l'air intéressant. Merci beaucoup, Joanie. Ça m'a fait plaisir.
Les auditions pour l'épisode pilote de la web-série Pimp ma cabane auront lieu le 30 janvier à Lens, à Benjamin. Une candidature sera ensuite sélectionnée et aura la chance de faire rénover sa cabane directement sur la glace les 13 et 14 février prochains. Marc-Antoine Turcotte a rencontré l'instigateur du projet et le fondateur de l'entreprise de production Les Films de l'Abbé, Philippe Bellé. Monsieur Philippe Bellé, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de faire une émission semblable? Parce qu'on s'est dit, un ami et moi, Simon Lafrance, que le concept des émissions de rénovation avait été exploité au maximum à la télé. On a vu des salons, des cuisines, des garages, même des voitures se faire rénover ou restaurer. Puis, pour s'amuser, on s'est dit, bien, pourquoi pas aller à l'extrême, rénover des cabanes à pêche. Puis aussi, c'est un prétexte pour montrer toute cette activité-là, puis le milieu de vie qui est lié à la pêche sur glace dans le fjord du Saguenay. La fin des inscriptions, c'est en fin de semaine, si je ne me trompe pas? On fait les auditions en fin de semaine. Le 30, oui, c'est ça. Là, on vient de fermer les inscriptions, puis on va recevoir à peu près une vingtaine de personnes qui vont venir nous vendre leur salade, nous dire que c'est eux qui ont la meilleure cabane, qui ont la meilleure histoire à raconter. Est-ce que déjà, il y a des candidatures qui sortent du lot, qui sont vraiment plus intéressantes que d'autres? Bien, je vous dirais que puisqu'on est ouvert à plusieurs types de projets, de cabanes, en quelque sorte, autant la plus modeste que la plus grandiose, bien, en ce moment, je n'ai pas de préjugés. J'ai hâte de voir aux auditions comment les gens vont se présenter, parce qu'on cherche autant une belle histoire qu'une cabane agréable à rénover, mais si la cabane est dans un état plus difficile, bien, c'est pas grave, on va l'aborder différemment, mais si c'est déjà un palace, bien là, on va peut-être plus s'attarder à des notions comme la décoration de la cabane, la transformer à ce chapitre-là. Mais c'est ça, donc pour le moment, je vois des photos, les gens m'en envoient, il y a des choses qui m'inspirent, mais je donne la chance à tous les coureurs. Donc, est-ce qu'il y a des critères plus précis pour justement la sélection des candidats ou vous allez prendre vraiment ce qui vous plaît? On va prendre ce qui nous plaît, mais en équipe. Dans mon équipe, j'ai entre autres la designer Jennifer Brassard, la décoration Brassard et Servida, aussi le réalisateur Johan Gass. Puis on va se concerter toute l'équipe pour déterminer qui nous inspire le plus. C'est un de nos critères. Puis aussi, c'est sûr qu'on ne veut pas se lancer non plus dans une rénovation. Par exemple, refaire la structure du bâtiment. Ça apparaîtrait pas beaucoup à l'écran, puis finalement, ça serait juste des frais, puis un peu dépensé pour rien. Mais pour l'instant, dans le fond, le processus, ça va se faire en équipe. On va échanger sur nos coups de cœur, puis aussi voir ce qui est le plus réaliste, puis ce qui risque d'être le plus payant à l'écran. Puis sur les 20 candidatures, combien vous allez en retenir environ? Une seule. Une seule? Une seule, parce que pour l'instant, on tourne un épisode démo. Donc, ça va servir par la suite pour présenter de meilleure façon l'émission pilote, pour présenter de meilleure façon le projet, soit aux télédiffuseurs ou encore aux fonds qui soutiennent les web-séries. Parler des frais qui sont associés à la rénovation des cabanes à pêche. Combien ça coûte environ rénover une cabane à pêche? Il y a un inconnu. Vous savez, moi, j'en ai une cabane. J'ai juste refait l'entrée cet hiver, puis ça m'a coûté 300-400 $. Donc, c'est moi qui paye pour le projet, vu que c'est pour un pilote. Puis je trouve que je ne veux pas demander trop aux partenaires en échange pour des retombées plus limitées. Donc, je ne sais pas, bien honnêtement. Puis, je me lance dans l'inconnu. C'est sûr, je connais mes limites. Mais sûrement quelques milliers de dollars, là, assurément, parce que tout coûte cher. Oui, puis je pense que les rénovations se feront directement sur la glace le 13 et 14 février. Ouais. Est-ce que vous pensez avoir assez de temps pour réaliser tout ça? Selon vous, est-ce que c'est les heures sont réalistes? Oui, c'est réaliste parce que j'ai avec moi des ouvriers spécialisés dans différents domaines que j'ai trouvés. Puis, avant de se lancer là-dedans, on a discuté, est-ce que c'est réaliste, si on prend une cabane de plus grande dimension, d'y arriver en 2 jours? C'est sûr que ce ne sera peut-être pas des journées de 8 heures standard. Là. On dormira peut-être pas beaucoup, mais je ne voulais pas non plus le faire sur semaine, considérant que je demande un effort d'un peu tout le monde. Je me suis dit, là, au moins la fin de semaine, ça va rester un peu un loisir pour ceux qui choisissent de s'y impliquer. Là. Puis, outre l'entreprise de décoration intérieure, est-ce qu'il y a d'autres commanditaires qui se sont manifestés ou, comme vous mentionnez, vous n'en avez pas vraiment recherché? J'en ai pas vraiment recherché. J'ai des gens qui m'aident, par exemple, les gens de la ville, le bureau du cinéma, Promotion Saguenay. En ce moment, j'ai une belle collaboration parce que rénover sur les glaces, c'est interdit habituellement pour des raisons environnementales. Donc, j'ai fait les démarches avec eux pour réussir à avoir une dérogation qui le permet. Puis, on est en train de régler ces détails-là. On a un comité d'environnement qui va superviser, donc ça sécurise tout le monde. Mais comme je vous le disais tantôt, je n'ai pas tant cherché de partenaires. Je trouve que ce sera la prochaine étape quand on fera la série complète. Puis est-ce que l'absence de commanditaires comme ça présente certains avantages?
peut-être une plus grande liberté d'action. Si je décide de changer de cap sur certains points majeurs, je n'ai pas des grands comptes à rendre à personne. Ça, c'est le fun. Donc, la liberté a un prix. Oui, c'est ça. J'imagine que vous étiez quand même soulagé de voir que les cabanes à pêche ont finalement pu être installées. Oui, mais ça, moi, je suis assez zen par rapport à ça parce qu'à chaque année, il y a une angoisse générale. Est-ce qu'on va réussir à mettre les cabanes sur la glace? Bien, avec le réchauffement, on sait qu'on perd toujours un petit peu une demi-journée par année, là, selon ce qu'on dit. Mais moi, je ne suis pas nerveux par rapport à ça parce que je sais qu'on finit toujours par embarquer. Puis ça sera une émission qui va être diffusée sur le web, une web-série. Ouais. Justement, quel avantage ça présente une web-série comme ça? L'avantage que ça présente, c'est que à la télé, on a des formats quand même assez prédéterminés. Par exemple, on va soit faire des demi-heures ou des heures. Dans une web-série, le format est beaucoup moins important. C'est sûr qu'on n'a pas, sur le web, on le sait bien que nos téléphones, on n'a pas une capacité d'écoute si immense qu'une demi-heure. Mais par contre, on peut faire un épisode segmenté en plusieurs petits morceaux. Donc, ça permet, je vous dirais, une web-série une plus grande liberté, puis aussi peut-être plus de folie. C'est un milieu où tout est permis encore, par contre, où il y a moins de financement. Donc, chaque côté a ses avantages. Si on va à la télé, le financement risque d'être beaucoup plus facile et important. Donc, donner des moyens pour avoir des ambitions plus grandes. Mais si on va sur le web, on va avoir moins d'argent, mais plus de liberté. Donc, c'est de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Parfait. Merci beaucoup, M. Bellé. Merci à vous. L'humoriste Mathieu Cyr ainsi que le chanteur et musicien Pépé et sa guitare présentaient hier soir leur spectacle intitulé « Ça rentre en salle » au Collège d'Alma. Le mélange de musique et d'humour a su charmer les étudiants. J'en parle avec Marie-Pascale Fortier. En quel honneur le duo d'artistes s'y est produit? En fait, hier soir à Alma, c'était le party de la rentrée du collège et c'est le comité socio-culturel de la Corporation des services aux étudiants qui organisait cet événement-là. C'est un événement qui était totalement gratuit pour les étudiants du Collège d'Alma, mais qui coûtait 10 $ pour les non-étudiants. Et Marie-Pascale, dites-nous comment s'est déroulée la soirée? Tout d'abord, l'ouverture des portes s'est passée à 8 h, même si le spectacle commençait seulement qu'à 21h30. Donc, il y avait quand même un long temps d'attente entre les deux. Les personnes qui voulaient des bonnes places arrivaient plus tôt. Par contre, il y avait un bar sur place pour faire passer le temps. Sinon, c'est Mathieu Cyr qui a fait la première partie du spectacle. Tout d'abord, il avait fait une petite introduction avec Pépé sur scène et... Après le spectacle de Mathieu Cyr, où tout le monde était assis, les organisateurs ont retiré les chaises et les gens ont pu participer davantage au spectacle de Pépé et sa guitare debout. Donc, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et pour ce qui est de la participation des jeunes, est-ce que ça a été satisfaisant? Oui, on parle environ de 150 entrées, ce qui est quand même bien considérant que le centre social du Collège d'Alma, là où l'événement avait lieu, c'est quand même une petite salle. Donc, la salle était bien remplie. Et de quelle manière est-ce que les spectacles qui sont organisés dans les cégeps de la région pourraient prendre un peu plus d'ampleur? Oui, en fait, j'ai discuté avec Alexandre Villeneuve-Simard, qui est stagiaire actuellement en technique d'intervention en loisirs au Collège d'Alma. Et elle croit vraiment que les cégeps seraient vraiment gagnants à travailler ensemble sur la promotion des différentes activités comme les spectacles, parce que ça permettrait justement de rallier les gens de tous les cégeps dans des événements comme ça, parce qu'on le sait, ça demande beaucoup d'organisation. Alors, s'il y avait une collaboration entre le cégep, par exemple, de Jonquière, d'Alma et de Chicoutimi, pour parler des différents spectacles, évidemment, on irait chercher plus de jeunes. Et est-ce qu'il y a des spectacles à venir pour les deux hommes? Oui. En fait, pour le duo, il n'y a rien de prévu encore. Cependant, Mathieu Cyr va être en spectacle au Manchester Pool Pub de Trois-Rivières le 1er février, mais malheureusement, rien dans la région pour l'instant. Merci beaucoup, Marie-Pascale Fortier. Ça m'a fait plaisir. Le Ciné-Club du Cégep de Jonquière diffusera lundi le film Paul à Québec lors d'une soirée spéciale. Cette diffusion servira à lancer les nouveaux équipements dotés de la technologie DCP. Andréane Turmel, vous vous êtes entretenue avec un technicien, un membre du conseil d'administration du Ciné-Club, Alexandre Morin, pour obtenir plus de détails. Oui. Donc, le Ciné-Club a décidé de changer de technologie parce que la technologie qu'ils avaient auparavant était vraiment désuète comparativement à ce qu'on connaît dans les cinémas d'aujourd'hui. Auparavant, il y avait seulement une pellicule de 35 mm pour les vieux films et ils avaient utilisé une solution éponge qu'ils appellent pour les nouveaux films. Donc, ils avaient un lecteur Blu-ray avec un projecteur, ce qui fonctionnait quand même assez bien parce que le Blu-ray peut quand même diffuser des films de très haute qualité, sauf que le lecteur Blu-ray, c'est vraiment fait pour la diffusion
à la maison plutôt que sur un projecteur. Donc, lorsqu'on va le mettre sur le projecteur, la qualité va se perdre un petit peu. Et aussi, on ne pouvait pas utiliser toute la capacité du très grand écran dont dispose le Ciné-Club. Donc, on a choisi d'investir dans une technologie numérique beaucoup plus avancée, comme l'explique Alexandre Morin. À court terme ou à moyen terme, on nous avait annoncé la mort, si vous voulez, du Blu-ray pour les primeurs, les nouveautés Ciné-Club. Donc là, nous, il fallait se doter d'un système de cinéma pour continuer à fonctionner de la même façon, c'est-à-dire avec des films qui ne sont pas encore sortis en Blu-ray. Comment le Ciné-Club a pu se payer ce nouveau matériel? Donc, le Ciné-Club avait déjà quand même un petit coussin mis de côté pour les nouveaux matériaux, sauf que c'est vraiment grâce à des subventions du gouvernement qu'ils ont réussi à obtenir le nouvel appareil qui vaut, à lui seul, environ 40 000 $. Donc, c'est quand même un bon investissement qu'ils ont eu. Et Alexandre Morin se dit d'ailleurs très content que la subvention a pu être obtenue parce que comme ça, on a accès à une très, très grande qualité de films une très grande variété de films en haute qualité qu'on n'aurait pas pu avoir auparavant. Il espère d'ailleurs que la nouvelle bibliothèque va permettre d'accueillir de nouveaux cinéphiles, donc de les intéresser au Ciné-Club du Cégep de Jonquière, tout en répondant à la mission du Ciné-Club, qu'il explique très bien d'ailleurs, donc on peut l'écouter. Et il faut aussi répondre à une mission, c'est-à-dire de continuer de promouvoir le cinéma parallèle, le cinéma d'auteur. Donc ça aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qui amène nécessairement des foules. Donc c'est sûr qu'on va avoir moins de monde que le cinéma régulier. Et finalement, à quoi consiste le lancement de la technologie DCP, oui? Donc, lundi prochain, il y aura la diffusion du film Paul à Québec au Ciné-Club de Jonquière. C'est gratuit, tout le monde y a accès et ça permet vraiment de tester le nouvel équipement. Et il va y avoir aussi d'autres petites activités durant la soirée. Donc, Alexandre Morin l'explique. On peut l'écouter. Je peux vous dire que c'est quelque chose au niveau de la qualité audio et vidéo. C'est notre soirée de célébration. Il va y avoir aussi une petite partie protocolaire avant. Mais après ça, bien, ça va être le party, si vous voulez, là, avec tout le monde, Paul à Québec. On va avoir vraiment une belle soirée. Alors, technologie DCP, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Andréane. Ça fait plaisir. Le leader parlementaire du Parti québécois, Bernard Drainville, croit fermement que Pierre-Carl Péladeau restera en poste, oui. Il va plus loin en prédisant la victoire de son parti aux élections générales de 2018. Le chef péquiste revient de funérailles dans sa famille et est en processus de séparation avec l'animatrice Julie Snyder. Il y a 30 ans, le 28 janvier 1986, l'un des événements les plus tragiques de la conquête spatiale avait lieu. La navette Challenger explosait 73 secondes seulement après son décollage, tuant ainsi 7 membres d'équipage à Cap Canaveral, en Floride. L'enseignante Christy Make-Old-Life faisait partie de l'équipage dans le cadre du concours Teacher in Space Project. L'événement a été causé donc par une défaillance due au froid des jours précédents, a forcé le président Ronald Reagan à repousser son discours sur l'état de l'Union d'une semaine et plutôt faire une allocution en direct du bureau ovale sur l'événement. Et avec seulement 6 victoires à ses 25 dernières parties, on peut dire que ça va de mal en pis pour le Canadien de Montréal. Nous avons profité de la pause du match des Étoiles, oui, pour questionner quelques citoyens de Saguenay, à savoir si le tricolore fera partie des séries cette année. Je me dirais que cette saison-là est finie. J'en profiterai beaucoup pour faire des pratiques, en profiter pour faire jouer des joueurs qui n'ont pas nécessairement la chance de jouer dans des gros matchs importants. Fait que plus concentrer mon équipe, leur dire cette année on a un peu bousillé notre saison, mais c'est comme l'occasion de se pratiquer puis de faire des changements. Après le match des Étoiles, quand arrive à revenir, là, peut-être ça va être bon. Mais j'écoute vraiment pas ça, là, OK? Vraiment, ça m'intéresse pas, puis j'ai d'autres choses prioritaires. Il va peut-être y avoir une transaction, là. Ensuite de ça, les joueurs aussi vont peut-être se replacer, parce qu'au début de l'année, ça allait très bien, là. Alors, je pense qu'ils vont se rétablir et ils vont gagner. Non, ils ne feront pas série. Pour quelle raison? Oh, tant que près, ça ne reviendra pas, là. D'après moi, ils ne feront pas série. J'ai la foi en le Canadien. Je pense qu'ils vont faire les séries. Je pense que tout va se décider au deadline. Dans le fond, moi, je pense que Marc Bergevin va essayer de faire un move pour aider ses troupes. Moi, je pense qu'il va être en bonne position pour faire les séries. Même si là, ça va pas bien, on le sait que les Canadiens sont toujours prêts pour le match. Et toujours en sport, la joueuse de tennis québécoise Eugénie Bouchard a annoncé qu'elle ne participera pas au tournoi de la Fed Cup à Québec les 6 et 7 février. La délégation canadienne sera donc privée de ses services face au Bélarus.
Maintenant, le défenseur du Canadien, Piquet Souban, croit à un retour en force de son équipe après la pause du match des étoiles de la Ligue nationale. C'est ce qu'il a affirmé aux médias mardi soir. L'équipe de Michel Therrien connaît une descente aux enfers présentant la pire fiche du circuit depuis le mois de décembre. Et maintenant, du côté de la météo, Sophie Rouillard, le temps sera doux. Exactement, Michael. La semaine va se terminer au frais. Une soirée très douce en perspective pour ce soir avec -6. On attend environ 1 cm de neige. Cette nuit, le mercure va rester constant. Ça va jouer entre -6 et -7. Et pour vendredi matin, ça va être encore très doux avec un -6 degrés. Et une très belle fin de semaine s'annonce au Saguenay et au Lac-Saint-Jean également. Donc samedi et dimanche seront de très belles journées avec respectivement -4 et 2 degrés. Donc ce sera l'idéal pour les gens qui aimeraient aller faire des sorties plein air. Merci beaucoup, Sophie. C'est d'ailleurs ce qui met un terme à ce Web Journal. Merci au nom de toute l'équipe d'avoir été des nôtres. À lundi prochain. Au revoir.